Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité du XXIe siècle sans filtre, avec humour, expertise et bon sens. Chaque lundi, on soulève une question d'actualité éducative. Chaque mercredi, on ouvre le débat avec un invité spécial et 2 de nos 9 experts permanents pour enrichir la réflexion. Et chaque vendredi, place à l'épisode complet avec en plus la question d'un parent et notre incontournable quiz parents pas largués. Une dose de réflexion, une pincée de fun et surtout beaucoup de bienveillance pour accompagner les parents dans leurs défis du quotidien. Génération Parents, c'est votre rendez-vous 3 fois par semaine pour coller à votre rythme et rester un parent connecté avec moi, Solène Boquillon-Loiseau, et toute une équipe de passionnés pour penser une parentalité éclairée, vivante et ancrée dans les défis du XXIe siècle. Et aujourd'hui, on ne reçoit pas d'invités, ou plutôt, on les reçoit presque tous. Nos invités permanents sont là pour un moment exceptionnel. Alors que 2025 touche à sa fin, j'ai eu envie de vous offrir un épisode différent, plus intimiste, plus chaleureux. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine depuis le lancement de Génération Parents et je tiens à vous dire un immense merci pour ça. Cette année, nous avons enregistré plus de 40 épisodes, accueilli des dizaines d'invités extraordinaires et surtout, nous avons essayé de vous accompagner, vous, les parents, dans cette aventure folle qui est l'éducation du XXIe siècle. Alors, pour cet épisode spécial de fin d'année, j'ai demandé à chacun des experts de choisir son coup de cœur 2025, l'invité ou le sujet qui l'a le plus marqué, touché ou inspiré. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai Pascal, notre expert parentalité et conférencier. Salut Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amélia, notre experte numérique et fondatrice de Coloris. Bonjour Amélia. Hello. Émilie, notre experte sophrologie et gestion des émotions. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, salut. Et Axel Dessin, notre experte usage numérique, directrice d'Internet sans crainte. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être démarrer parce que c'est celui qui a le plus préparé, hein, c'est notre syndrome de la bonne élève préférée, c'est Pascal. Ah, j'adore. C'est vrai à chaque fois. Ouais. Ah, c'est Pascal, il a préparé 2 pages. Donc, toi Pascal, tu as été présent dans pas mal d'épisodes, tu as vu passer beaucoup d'invités et beaucoup de sujets. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton coup de cœur de 2025 ? Effectivement, plein de sujets, donc pas forcément facile de choisir. Moi, des sujets qui m'ont touché parfois, des sujets qui m'ont beaucoup appris, des sujets qui m'ont parfois un peu mis en colère, voilà, parce que par rapport aux évolutions. Mais là, j'ai choisi l'épisode qui parlait d'empathie. Cultiver l'empathie chez les enfants, un enjeu clé pour demain. C'était le nom de l'épisode. Et pourquoi j'ai choisi cet épisode ? Parce que c'est pour moi un sujet essentiel dans notre époque. Dans un monde où les écrans et les interactions virtuelles prennent de plus en plus de place, la question de l'empathie chez les enfants devient centrale. Comment leur apprendre à comprendre et partager les émotions des autres ? Comment faire de cette compétence une force au quotidien, à la maison comme à l'école ? C'est exactement ce c'est exactement ce que explorent Cécile Chavel et Nathalie Chouklas, co-autrices du livre L'empathie à l'école, qui avait été invitée par Solène lors d'un épisode dédié. Leur message est clair, l'empathie ne s'improvise pas, elle s'apprend. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et cet apprentissage commence par les adultes qui entourent les enfants, comme souvent l'exemplarité fait sens. L'épisode aborde aussi un paradoxe de notre époque. Vivons-nous dans un monde sans empathie ? Entre les réseaux sociaux qui déshumanisent les échanges et les défis de la cybersécurité, il est facile de perdre de vue l'importance des liens authentiques. Pourtant, l'empathie reste une compétence précieuse et un rempart contre l'individualisme et un levier pour des relations plus harmonieuses. Pour les parents, la question est souvent hyper concrète, pragmatique. Mes enfants, ils se disputent non-stop, comment les aider à être plus bienveillants les uns envers les autres ? La réponse, ce sont des outils simples, mais puissants, pour autant pas toujours faciles à mettre en œuvre évidemment. Écouter activement, nommer les émotions,
et montrer l'exemple. Par exemple, transformer un conflit en opportunité de dialogue permet à l'enfant de comprendre l'impact de ses actes sur les autres. Dans cet épisode, je me souviens avoir insisté sur un point clé. L'empathie chez les enfants ne se décrète pas, elle se vit. Et elle se vit au quotidien. Alors je ne dis pas que c'est simple, dans nos vies de parents un petit peu qui courent non-stop, mais je vous partage peut-être une piste: dédramatiser la vulnérabilité, oser montrer ses émotions, douter, demander de l'aide et expliquer à nos enfants que ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais au contraire de courage et d'audace. Parler et écouter tout simplement. Parce qu'une société plus équitable commence par des enfants qui osent être eux-mêmes sans masque ni pression. Pour conclure, je voudrais dire que l'empathie est au-delà le lien humain et, selon moi, une des priorités de notre époque. Nous vivons dans un monde où la défiance est partout. La perte de confiance en l'autre est abyssale et génère un repli sur soi, un narcissisme exacerbé et une peur de l'autre dans ce qu'il est et dans ses différences. Alors, il est urgent de recréer du lien et de l'écoute. Il est urgent, à l'heure de l'IA dont la promesse est de nous simplifier artificiellement la vie, de réapprendre à faire des efforts. Et des efforts à aller vers l'autre, à accepter de ne pas être d'accord et à essayer pour autant de le comprendre. Il est urgent et essentiel de remettre de l'empathie dans toutes nos relations de vie, entre adultes et avec les enfants. L'empathie, c'est la porte vers l'amour sincère et plein. L'empathie, c'est la porte vers l'humanité. Alors, je nous souhaite à toutes et à tous plus d'empathie en cette fin d'année et plein d'amour, car l'amour, ce n'est pas naïf, c'est l'essence même de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. J'ai envie de t'applaudir là, cette tirade-là. C'est gentil, merci. Non, mais en plus, enfin, moi, je trouve qu'on en a tellement besoin de dire ça, là où en fait, on est tout le temps en train de nous dire que tous ces mots, empathie, bienveillance, c'est galvaudé. Et en fait, en ce moment, on en a bien besoin. Est-ce que tu pourrais quand même, enfin, t'as choisi ça, mais qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans cet épisode? C'est vraiment le sujet? Ou c'est la manière dont c'était abordé, le fait que ça a changé une vision que tu avais ou ça a conforté une vision que tu avais? Ouais, alors c'est à la fois le sujet, parce que tu l'as dit, Solène, moi je trouve que c'est un sujet dont on parle finalement, mais finalement celui il est un peu galvaudé, et en fait on en parle, on entend beaucoup, mais on le vit assez peu. Je trouve qu'il y a cette dichotomie assez forte, parce que finalement l'empathie, tout le monde en parle, mais l'incarner, c'est peut-être un peu moins le cas au quotidien. Et je trouvais qu'effectivement dans cet épisode, ce que j'avais aimé dans cet épisode, c'est qu'il y avait à la fois une dimension un peu intellectualisante des choses, de comprendre comment ça fonctionnait, mais aussi une dimension du cœur, émotionnelle, et une dimension très pragmatique. Et je trouvais qu'il y avait ce triptyque dans l'approche de l'empathie que je trouvais très utile et pertinent, tu vois, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, et pour nous quand on participe à l'émission. Moi j'ai trouvé que c'était très riche. Axel, Émilie, Amélia, vous l'aviez vu cet épisode? Émilie, t'étais avec nous dans cet épisode, non? Non? Ah, je sais plus qui c'est. C'est Ah bah Marie, non, parce qu'en fait, il y avait deux invités, donc c'est ça. on était que Ouais, Pascal et moi, ouais, parce ouais. qu'il y avait deux invités. Mais enfin, je rejoins Pascal effectivement sur le côté, on en entend trop parler, mais alors qu'en fait, on ne le gère pas et on ne le connaît pas encore et qu'on n'a pas encore tous les outils. Et mon Dieu, mais valorisons l'empathie, valorisons même les gens gentils, valorisons ces valeurs-là qu'on ne met jamais en avant et c'est tellement important. Axel, Amélia? Non, mais totalement d'accord. Enfin, ça me parle particulièrement dans le programme que j'incarne parce qu'on est notamment extrêmement sollicité sur la prévention du cyberharcèlement. On aborde beaucoup d'ailleurs la question de l'éducation numérique à travers le cyberharcèlement, sans forcément de se soucier de comment on en arrive là. Alors que le cyberharcèlement, on est déjà dans une violence répétée qui a duré dans le temps. Et on se rend compte que finalement, en travaillant cette empathie, le respect de soi et des autres, l'acceptation de soi aussi, en travaillant finalement sur le cœur du sujet pour éviter qu'on arrive dans ces situations. Et on a eu, nous, on a la chance aussi d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans la construction des 10 heures de sensibilisation qui doivent être faites dans le cadre du programme phare pour justement aborder la prévention des cyberviolences. Et on a mis l'empathie au cœur de cette démarche en disant la base,
c'est ça, travailler l'empathie, le respect de soi et des autres, et puis l'apprentissage aussi du numérique. C'est pas inné, apprendre les échanges en ligne, donc je te rejoins complètement, Pascal, sur ce choix et cette compétence qui est voilà, Bah, nécessaire, nécessaire au XXIe siècle, plus que mais nécessaire. oui, de tout le temps en fait. Et moi Oui. j'avais découvert parce qu'on a fait un programme sur l'empathie. Je le dis parce qu'on a un programme gratuit qui s'appelle Empathique, qui est pour travailler l'empathie avec les enfants de 8-12 ans. Et on avait travaillé avec des grands spécialistes de ce sujet qui nous avaient dit, moi j'avais découvert ça, donc je le partage, je ne sais pas si tout le monde le sait, qu'on naîtrait tous avec des compétences empathiques, on est tous empathes, mais que ça se perd en fait si on ne le travaille pas. Et que la tranche d'âge 8-12 ans, alors c'est pas perdu après, hein, Mhm. rassurez-vous, mais si on la travaille vraiment à cet âge-là, on a plus de chances de l'ancrer dans le temps. Voilà, donc faisons de l'empathie à fond avec nos enfants. Ok. On sait du coup le problème de tous ces dirigeants-là sans empathie. Il y a eu un trou dans la raquette entre 8 Dans le 8-12 ans, là. Bon, allez, on va passer à Amélia. Amélia, cette année, on a beaucoup parlé de numérique, d'IA et d'écran. Quel a été le moment qui t'a le plus marqué, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec le numérique ou pas? Alors, j'ai pas choisi un épisode directement en lien avec mes sujets de prédilection, c'est vrai. Moi, j'ai choisi l'épisode 36. Nos enfants vont-ils sauver la planète? Alors, il y Ah avait oui. un peu d'écran quand même dedans, parce que c'était écran, éco-anxiété et éducation au climat. Et dans cet épisode, on a invité Florence Croixdieu, la fondatrice de Futur en Herbe, à effectivement nous présenter ses initiatives en faveur de l'éducation au développement durable et à l'écologie. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que je pense que Axel me rejoindra directement là-dessus. C'est vrai que en travaillant sur des programmes éducatifs, à chaque fois qu'on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer, de montrer ce qu'ils font, d'être vraiment acteurs, on est stupéfaite de voir à quel point ils ont plein d'idées, à quel point ils ont plein d'énergie, et à quel point ces idées reçues sur une jeunesse complètement qui a la flemme, qui ne fait plus rien, bah, elles sont pas forcément fondées quand on regarde la réalité des jeunes voilà, qu'on peut côtoyer, nous, dans la construction de nos programmes. Et du coup, je trouvais ça super de remettre la lumière voilà, sur ces enfants, ces jeunes qui œuvrent, qui s'engagent, qui militent. Et un petit clin d'œil par rapport à ça, par rapport au livre que je viens de sortir, enfin que je viens de sortir maintenant, le temps a un peu passé depuis, mais ça fait pas tant de temps que ça. Dans le chapitre justement dédié à la sobriété écologique, je donne la parole à un jeune homme, César, qui a 12 ans. Et c'est vrai que son interview, elle est assez enthousiasmante et surprenante parce que 12 ans, on se dit que c'est un âge où on n'a pas forcément encore voilà, une conviction écologique très claire, très forgée. Et bah, ce petit César, qui par ailleurs est des rappeurs pour le climat, il écrit des raps pour le climat à 12 ans et il va les rapper à l'occasion voilà, d'événements, de réunions, etc. Et bah, lui, il nous dit clairement qu'il a bien conscience, par exemple, que le numérique a un vrai impact sur la planète. Voilà, il nous dit, oui, j'ai conscience que ça émet. D'ailleurs, les vidéos consomment beaucoup de data. Donc, enfin, il a 12 ans, je le rappelle, donc il est vraiment quand même pointu. Et ce n'est pas très bon pour le changement climatique. Pour limiter ça, je regarde avec des petites résolutions et j'essaye de ne pas faire trop d'écran. Donc, enfin, voilà, Sobriété numérique des 12 ans, c'est bien. a une maturité quand même assez fantastique. Puis je lui ai posé aussi la question de ce qu'il pensait des réseaux sociaux. Et là encore, je trouve qu'il y a une pertinence, une acuité qui est vraiment formidable et voilà qu'on parfois on oublie que les enfants peuvent avoir cette forme d'intelligence. Il nous dit bah les réseaux sociaux, oui c'est hyper important pour l'écologie parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc c'est incontournable pour moi pour réussir à sensibiliser. Voilà, donc je voulais refaire honneur à cette jeunesse en laquelle, chez Internet sans crainte et chez Coloris, on croit beaucoup. Eh ben, tu as raison, il faut le dire parce que, comme on le disait aussi, ça rejoint un peu l'épisode sur l'engagement des jeunes. Je trouve qu'on est extrêmement critique sur cette jeunesse, cette nouvelle génération, toujours à dire ah ils font rien, ah ils sont génération scroll, etc. Alors qu'en fait on voit énormément
de jeunes qui sont engagés et qui font plein de choses au quotidien. Et moi, je trouve que c'est plutôt une génération engagée, mais qui s'engage autrement. Je peux vous partager, si vous voulez, une petite histoire d'un de mes étudiants, Ouais. parce qu'on est en plein dans le thème. Il s'appelle Tim. Et il est encore en études, hein. Il est encore en études, il est entre son M1 et son... Là, il est en M2, mais il a monté, la boîte qu'il a montée, c'était l'année dernière déjà. En fait, vous faites peut-être toutes et tous le constat que quand on croise sans domicile fixe dans la rue, on a de moins en moins de monnaie. Et en fait, ce qu'on appelle le panier moyen, l'expression n'est pas jolie, mais c'est comme ça qu'on l'appelle des sans domicile fixe, s'est effondré ces dernières années. Ben, en fait, lui, il a trouvé la solution. Il a créé une boîte qui s'appelle Soli. C'est le petit instant promo, parce que son initiative, elle est géniale. SO2LY. Et en fait, il dote les sans domicile fixe d'une carte bleue qui est verrouillée pour que les achats que puisse faire après la personne avec cette carte, c'est que il n'y a pas d'alcool, c'est que des denrées alimentaires, c'est dans des nuits d'hôtel, voilà. Et en fait, comment on lui donne de l'argent? Tout simplement, en fait, en bipant tout simplement notre téléphone à sa carte. Donc c'est hyper facile. On n'a plus excuse de j'ai pas de monnaie sur moi, qui est pas forcément une excuse. Moi, honnêtement, j'ai plus jamais de monnaie. Et c'est hyper utile. Ben, tu vois, vous voyez, pardon, il a quel âge, Tim? Il a 22, 23 ans. Et c'est quand même, il s'attaque à un sujet qui est hyper important, dont personne ne parle. Et donc, oui, tellement d'accord avec ce que vous venez de dire, Amélia et Solène. Moi, je pense qu'il faut lutter contre cette petite musique qui dit que la jeunesse, nanana, elle s'en fout de tout. Et voilà. Parce que non, c'est pas vrai. Il y en a plein qui sont super, il y a plein de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont super engagés, qui ont des super idées et qui font des trucs incroyables. Et en plus, je trouve que c'est hyper important de les considérer parce que si on n'arrête pas de dire flemme, ils sont nazes et machin, bah, c'est pas vraiment comme ça que ça va les engager justement pour demain. Donc on a besoin d'eux. Et en plus, dans les faits, au-delà du besoin intellectuel, dans les faits, ils font des choses. Quoi. Donc c'est l'histoire de César là, dont Amélie a parlé, elle est géniale. 12 ans, c'est incroyable cette maturité. Quoi. Ouais. Et moi, ça me fait penser, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si vous suivez sur Instagram ou TikTok, si vous êtes sur TikTok, les jeunes là de banlieue qui font en fait des tirades pour expliquer aux autres jeunes euh, bah, qu'est-ce que c'est l'endométriose, le droit des femmes, pourquoi c'est important. Donc en fait, c'est vraiment c'est le stéréotype du Jones de banlieue, wesh wesh, avec la capuche, etc., qui est en bas de la barre d'immeuble. Sauf que ils ne font que démocratiser des sujets qu'on pourrait penser un peu touchy pour cet univers-là. Et là, en fait, ils font des rétrospectives. Je n'ai plus leur nom, il faudra que je vous le retrouve, mais c'est canon ce qu'ils font. Euh, C'est genre le croisement entre Jules et Cyrano de Bergerac. c'est ça, c'est ça. Le truc improbable. Voilà. Et tu vois, quand ils parlent des sujets comme l'endométriose, euh, ou le postpartum, ou, enfin, tu vois, tu te dis waouh. Enfin, je les trouve formidables. Bon, on va passer à Émilie. Alors, Émilie, tu vas nous parler, tu vas pas nous parler de sophrologie et d'émotions. Raconte-nous Moi, qu'est-ce qui je vais t'a vous marqué, toi? parler de l'épisode, un des derniers, Apprendre à apprendre, parce que moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que avec Axel qui est là et puis Baptiste, ton invité, bon, votre invité, parce que c'est un sujet que moi je me suis toujours dit ça, si j'avais appris à apprendre, enfin en tout cas entre l'école, l'apprentissage et toutes les solutions qu'on peut proposer, moi c'est un sujet qui m'a attirée tout de suite et c'est vrai que montrer voilà dans l'épisode comment on peut faire autrement, je trouve que c'est déjà une porte tellement d'entrée sur un champ des possibles quand on est à l'école et qu'on ne sait pas apprendre ou qu'on n'aime pas, on croit, enfin voilà, parce que c'est tellement, voilà, l'école c'est comme ça, on est tous avec nos personnalités, nos manières d'apprendre. Et moi je sais que je l'ai vécu avec le recul en me disant, mais si j'avais appris à apprendre, ça aurait été, il y avait tellement de choses qui auraient été différentes ou du temps gagné ou comprendre aussi l'impact quand on apprend quelque chose, se projeter, etc. J'avais beaucoup aimé aussi dans cet épisode la notion du fonctionnement du cerveau. Effectivement, il y a des choses qu'on peut comprendre maintenant et puis d'autres plus tard, ou comment jouer avec le cerveau aussi. Alors là,
on relie un petit peu avec la sophro aussi, mais comment on peut effectivement jouer avec ça, avec cette évolution et comprendre qu'il y a des choses qui peuvent pas s'apprendre tout de suite ou en tout cas pas de cette manière-là. Et j'avais envie de le relier aussi à deux autres manières d'apprendre que je trouve qui sont très impactantes, c'est aussi apprendre par le récit. Par exemple, ma fille, l'année dernière, en CE2, avait un maître qui leur faisait apprendre des choses, énormément de choses par le récit. En fait, elle nous racontait, oui, il m'a raconté telle histoire, il lui arrivait plein de choses, elle se rendait pas compte que ça faisait quand même beaucoup à la fin de l'année pour un seul homme, mais c'était des histoires où finalement il y avait des mathématiques dedans, où finalement il y avait des théories, des problèmes, des choses, etc. Mais pour elle, elle écoutait un récit et elle apprenait par le récit. Et je trouve que cette place du récit dans l'apprentissage, il est un peu négligé, ou en tout cas, il est tellement important de le passer comme ça. On se souvient d'une histoire, on se souvient voilà, de quelque chose qui peut nous marquer. Et ça avait été très... ben voilà, moi, ça c'est l'apprendre par le récit et par la manière ludique aussi. Que ce soit un jeu, enfin aussi que ce soit quelque chose de très... Ouais, qu'on aime apprendre. Moi, quand je me souviens de l'école, j'ai presque de l'angoisse, quoi. Et je me dis, mais en fait, j'aimerais tellement me souvenir, effectivement, par d'autres biais. Et donc, je trouve que cet épisode, il était essentiel de le rappeler encore maintenant. Et par aussi une autre déclinaison que ça m'a fait penser en me disant, mais effectivement, on est entouré d'une génération qui va se nourrir d'IA, enfin, qui va travailler avec l'IA, avec tout ça, etc. De toujours entretenir cet apprentissage, le plaisir d'apprendre aussi par les livres, le plaisir d'apprendre par différents biais, j'ai trouvé assez essentiel comme épisode. Ouais, enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Je sais que moi, j'ai fait la formation de Baptiste, j'en parle Oui, dans j'ai l'épisode. entendu. Et une des premières choses que j'ai fait, c'est la technique du palais mental. Et on l'avait fait avec mon fils aîné. Donc, on avait tous les deux 20 mots à apprendre en créant une histoire. Et c'est assez dingue parce que c'est quelque chose que j'ai fait il y a 3 ans. Et cette première histoire qu'on a créée avec mon fils, je m'en rappelle encore. C'est-à-dire que je me rappelle encore des 20 mots 3 ans après, quoi. Et donc, c'est des techniques, tu te dis, mais si on avait ça en place, enfin voilà, enfin, il y aurait une logique et les méthodologies d'apprentissage feraient qu'il y aurait une réussite qui serait beaucoup plus, je pense, importante. Parce que quand on t'explique que tu peux apprendre différemment en mobilisant ton imaginaire, ta créativité, etc., c'est totalement différent que le fameux Exactement. révise. Donc, mais cet épisode a cartonné, hein. C'est le plus écouté depuis septembre. Donc, Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet parce qu'on peut pas mal s'y retrouve en tant que parent et je pense qu'on le voit aussi avec nos enfants. Et comme on fait, comme tu viens de le dire, un exercice où on voit les capacités du cerveau, de l'apprentissage et de la mémoire, on voit avec les mentalistes, etc., comment ils font. Mais en fait, il y a plein de techniques aussi où on module le cerveau, etc. Une fois qu'on rentre dans ça, et bah, ça devient passionnant en fait d'apprendre. ouais. Ça devient plus barbare. Pascal, Amélia, Axel, vous voulez ajouter quelque chose sur apprendre à apprendre? Moi, je t'avoue que c'est aussi l'épisode que j'avais retenu. Donc, c'est Bon, vous ben, on dire va à quel passer point il à toi nous alors, a, Axel, directement. voilà, dire à quel point il nous a marqué, mais je vais peut-être laisser les autres réagir. Et il m'avait marqué sur un angle un peu différent de celui d'Émilie, donc ça peut être complémentaire, mais Pascal, si Amélia. Amélia, Pascal voulaient réagir. Comme Pascal a son micro coupé, je prends la balle au vol. Bah oui, moi m'interpelle énormément parce que, à titre tout à fait personnel, mon fils il vient de faire son entrée en sixième et il passe d'un système plutôt très cool. Voilà, il était dans un contexte scolaire en primaire très smooth, clairement, à un contexte beaucoup plus traditionnel, avec des attentes en termes d'apprentissage et de mémorisation à 11 ans que je trouve mais énorme. Enfin, vraiment, je suis scotchée par la quantité d'informations et de données qu'il doit ingurgiter toutes les semaines avec l'aide enjouée de ses parents, n'est-ce pas? Et alors voilà, du coup, ça m'interpelle et j'ai envie de te poser une question, Solène, et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui seront intéressés pour avoir vraiment la référence de cette formation, parce que c'est une galère sans nom et je ne comprends pas, et moi je le dis tout le temps à mon mari, et je vais finir par écrire un mail au collège, pourquoi n'ont-ils pas de cours
sur Hmm. apprendre à planifier son travail, apprendre à bien mémoriser ses leçons, apprendre à avoir un cahier des charges de c'est quoi des devoirs qui sont bien faits. Enfin, c'est à nous parents de transmettre tout ça. Et là encore, on voit bien l'inégalité que ça représente pour des parents Bah oui. qui effectivement prennent le temps et ont les ressources et bah, quelque part les ressources économiques parce que quand t'as pas de temps et que tu dois travailler à tout prix pour joindre les deux bouts à la fin du mois, bah tu prends pas ce temps d'accompagnement de tes enfants et donc voilà, l'inégalité elle est énorme, quoi. Ouais. En fait, alors Baptiste, il fait pas tout le temps des formations pour les enfants. Alors, il fait une formation que je trouve très sympa, c'est parents-enfants, ensemble, sur une journée, où en fait, tu vas apprendre à apprendre, donc tu vas apprendre à lire, à prendre des notes, et donc ça s'appelle Contre-courant, Kontre, plus loin, Kourant. Voilà. Et donc il y a des méthodologies, mais lui, sa spécialité, c'est les étudiants en médecine, en droit, etc., qui ont énormément de choses ingurgiter, et il va les aider à bien retenir leurs leçons. Et puis C'est vrai que après, mon fils il a intégré médecine, j'ai pas suivi en fait. bah, en fait, je pense que enfin, tu fais une formation, enfin, t'investis là-dedans avant de faire médecine, etc. C'est game changer, quoi. Parce que si t'as toutes les techniques pour tout retenir, et en fait, la plupart du temps, c'est quand même, enfin, ou même moi, je sais, moi, j'ai fait droit, tu fais que gratter des trucs que t'as appris par cœur. Donc, une fois que t'as compris les mécanismes pour retenir les choses, à mon avis, tu déroules et puis ça va très très vite. Et après, sur les enseignants, je trouve que ça dépend tellement des enseignants. Parce que moi, je vois mon fils aîné, il a commencé à avoir une prof en CM2 qui lui a fait les techniques d'apprentissage, le mind mapping, le palais mental, etc. Et après, elle a eu son prof de maths qui a fait en sixième. Et l'année dernière, c'était la prof de français, je crois, qui leur avait fait des choses sur les techniques d'apprentissage. Mais en fait, il faut avoir un prof qui s'intéresse au sujet. Et c'est ce que fait Juline, qui n'est pas là avec nous. Mais Juline, elle forme les profs sur ce sujet-là, d'apprendre à apprendre. Et en fait, les profs qui font sa formation, après, ils vont aller en parler aux élèves. Mais c'est du volontariat, en fait. Ça dépend de la bonne volonté des enseignants. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai sujet qu'il faudrait intégrer dans les programmes. Bon, allez, on Et va passer à Axel, qui va nous dire comment est-ce qu'elle a vu l'épisode, mais sous un autre angle. Effectivement, j'avais choisi le même sujet, parce que j'ai été amenée souvent à intervenir sur, ben, vraiment sur les thématiques de l'éducation numérique. Donc là, c'était déjà très agréable de se retrouver aussi en posture d'apprendre. Et puis il est fascinant, Baptiste Michel. Et moi, alors, au-delà de toutes les techniques qu'on a pu voir pour apprendre, le cœur du sujet était quand même de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et c'est une éducation qu'on ne fait pas du tout, qu'on n'a jamais dans notre parcours et qui est clé et effectivement qui a particulièrement résonné aussi. Je pense que on va se rejoindre avec Amélia sur ces sujets de voilà d'accompagner les jeunes dans les pratiques numériques parce qu'aujourd'hui, clairement, les services qu'on utilise et qu'ils utilisent se sont énormément intéressés à leur cerveau et à la manière dont leur cerveau fonctionne pour, voilà, pour qu'on regarde des choses, pour qu'on y reste. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la clé d'éducation numérique qui manque le plus, d'expliquer aux jeunes les services qu'ils utilisent, comment ces services se servent de leur cerveau, de leur vulnérabilité pour, mais nous tous, hein, nous rendre captifs, nous faire consommer, nous faire liker. Et voilà, j'ai trouvé que ce sujet résonnait bien avec nos enjeux et peut-être un des points qui est les plus manquants aujourd'hui dans la démarche d'éducation au numérique et d'éducation critique. Et l'éducation finalement à l'esprit critique. Voilà, il y a l'esprit, mais il y a déjà comprendre comment son cerveau fonctionne. Ouais. Et c'est enfin, je pense qu'on doit comprendre en tant que parent aussi, et en tant qu'enfant. Et ça me rappelle quand j'étais dans le taxi pour vous rejoindre, Axel et Amélia, il y a 2 semaines, là où on donnait une conférence à l'école 42 sur les usages des écrans pour les parents.
Et donc, mon taxi me demandait où j'allais, donc je lui dis où je vais, et donc il me répond, bah moi, les écrans, c'est la guerre à la maison. D'ailleurs, mon fils qui est en troisième, je viens de lui donner un Nokia 3310 parce que il était trop sur son smartphone, donc j'ai décidé d'interdire, etc. Et du coup, j'en suis venue à lui parler avec lui du fonctionnement du cerveau de nos enfants et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient totalement normales et puis que pour moi, aujourd'hui, l'addiction, on parle d'addiction aux écrans, mais je pense que c'est plutôt une addiction à la dopamine, que ce soit pour les enfants ou les adultes, et que, en fait, ce qui les stimule, c'est la dopamine qui est donnée à leur cerveau, et que ça, il faut qu'ils comprennent, en fait, ce que ça déclenche. Et donc, je lui conseillais ce livre que je conseille assez régulièrement, le livre C'est pas moi, c'est mon cerveau de Grégoire Borst, qui explique en 10 chapitres comment fonctionne le cerveau face aux jeux vidéo, face aux addictions, face aux réseaux sociaux. Et je pense que c'est intéressant, voilà, de lire ce bouquin avec ses enfants pour mieux comprendre comment tout ça se passe et pour expliquer que bien souvent, c'est pas de la faute de nos enfants et ou c'est pas de notre faute si ça fait 1 heure qu'on est sur Instagram alors qu'on avait prévu d'y passer 5 minutes, mais qu'il y a des mécanismes derrière de dopamine qui font que notre cerveau a envie d'y revenir exactement comme quand on a commencé cette boîte de chocolat en cette période de Noël et qu'on n'arrive pas à s'arrêter à un seul chocolat. Et donc voilà, il faut absolument pouvoir en parler et en avoir conscience. Émilie, Pascal, Amélia, par rapport à ce que vient de dire Axel, vous aviez des choses à ajouter? Bravo. Bah oui, non, non, bravo. Et puis effectivement, le sujet, il est essentiel. Moi, j'ai pris la ref du bouquin, c'est pas moi, c'est mon cerveau, parce que je pense que ça m'intéresse de creuser le sujet. Oui. Non, mais ouais, moi, c'est vrai que c'est des sujets dont on parle souvent avec des enfants. J'en ai déjà parlé parfois ici. Moi, j'ai commencé à introduire chez mes jumeaux qui ont 9 ans le jeu vidéo. Et effectivement, c'est compliqué. Parce que quand voilà, c'est des créneaux de 30 minutes et les 30 minutes c'est court et les jeux sont faits pour que non, on n'a pas du tout envie de s'arrêter au bout de 30 minutes. Et c'est ce que j'essaye de lui expliquer, de leur expliquer, c'est que ils peuvent pas faire autrement, que c'est pas une défaillance de leur part. C'est aussi que c'est aussi le jeu qui est plus fort qu'eux, quoi. Genre Sega c'est plus fort que toi. Les générations par an, années 80, ça marchait la ref. C'est un peu ça quand même. Et que du coup, il y a un peu un combat à armes égales. Et donc, c'est comment eux les réarmer, le mot est pas très joli, mais les réoutiller pour qu'ils puissent faire face à ces géants qui sont plus forts. Et ce que je voulais dire aussi sur le apprendre et apprendre suite à la chronique d'Émilie, c'est que on sent effectivement, alors c'est nécessaire. Moi, ils sont en sixième dans 1 an et demi. Mais là, ça m'a angoissé ce que tu m'as dit par rapport à ton fils, mais ok. Mais on sent que c'est même au-delà. Moi, j'ai été contacté la semaine dernière par une école pour accompagner des M1 pour faire un petit module de 3 heures sur leur organisation de travail à la fin du semestre 1 et pour leur donner des clés pour le semestre 2 pour réussir à mieux s'organiser parce qu'ils se sentent complètement dépassés. Alors j'attends d'avoir un peu plus de verbatim, hein, c'est ce que j'ai demandé, de dire mais concrètement c'est quoi leurs besoins et ils disent quoi, enfin elles et ils disent quoi, mais c'est intéressant de se dire qu'effectivement c'est des choses, c'est un manque de compétences qui se traîne. Là on le voit, ils ont 22-23 ans et effectivement si on peut là aussi les outiller dès la sixième, dès le CM2, je pense que c'est un cadeau qu'on leur fait pour toute leur vie d'étudiante, mais j'ai envie de dire pour notre vie d'adulte, pour la vie d'adulte, parce qu'on doit On doit apprendre à, apprendre tout le temps maintenant. bah ouais, on doit apprendre à apprendre tout le temps, quoi. Donc on va tous faire 20 métiers différents, tout ça, donc on a tous besoin, quoi. Ben, merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour tous ces partages. On voit que ça a été assez riche ces derniers mois. Chaque épisode, chaque invité, chaque débat nous a permis d'avancer ensemble dans cette quête qui est préparer nos enfants au monde de demain.
Et ce qui est magique avec Génération Parents, c'est qu'on a une grosse communauté qui se crée autour de nous. On a de plus en plus d'auditeurs. Là, on approche les 2000 écoutes par mois. Donc, je suis très contente. Et j'espère que vous allez continuer à nous écouter, à m'envoyer vos messages, vos témoignages et à nous mettre plein d'étoiles pour qu'on puisse continuer à vous accompagner dans cette parentalité. Eh bien, on va conclure et on va vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Et on vous dit rendez-vous pour une année 2026 pleine de surprises. À bientôt. Bye bye. Tout. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.